Bonjour, aujourd'hui on va poursuivre la période des nouvelles guerres scythes. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cet épisode, on va parler de plusieurs bandes dessinées et d'un roman, et donc j'ai dû vraiment raccourcir en fait tout ça, vraiment beaucoup résumer, donc il se peut qu'il y ait quelques éléments qui paraissent un petit peu inexacts, mais simplement pour des questions de facilité, parce que sinon l'épisode allait être beaucoup trop long. Le conflit entre la République et les Scythes est au point mort, mais plus à cause des Scythes qu'à cause de la République. En effet, l'expansion massive du territoire scythe a permis à plusieurs seigneurs de prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Empire, et ils commencent un petit peu à se chamailler les uns les autres, et surtout ils exploitent leur planète pour leur profit personnel, et plus dans le cadre d'un empire global. Cette absence de cohésion chez les Scythes et l'absence notamment de leader unique a permis à la République de se reconsolider un petit peu, même si ça n'a pas vraiment arrêté la progression des Scythes, puisque de nombreux mondes sont touchés par la peste kandorienne qui décime beaucoup la population. Et contrairement à la République, les Scythes n'hésitent pas à envoyer leurs soldats à la mort, et donc du coup ça les dérange absolument pas de conquérir des mondes complètement infestés par cette peste. Afin de contrebalancer le recul des frontières qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent, la République a décidé de créer de nouvelles frontières autour des mondes du noyau, de la bordure extérieure et de quelques colonies. Pour ça, ils ont désactivé tous les relais hyperspatiaux et relais de communication extérieure à ces frontières, de fait réduisant complètement les échanges des communications et les transports en fait en dehors des frontières de la République. Alors ça a eu un double effet puisque les sites qui utilisaient ces technologies pour communiquer entre eux et pour se déplacer, ont vu leur progression grandement ralentie, puisqu'ils ne peuvent plus utiliser les relais hyperspatiaux, ils peuvent plus communiquer entre eux facilement, ce qui explique aussi pourquoi l'Empire s'est un petit peu morcelé, à tel point que certains seigneurs scythes ne sont même plus capables de quitter leur territoire, ils n'ont plus aucune coordonnée hyperspatiale, et ça devient extrêmement compliqué pour eux de se déplacer. Dans le même temps, la République a décidé de fractionner son territoire en plusieurs secteurs, chacun dirigé par un ou plusieurs Jedi. Le chancelier suprême d'ailleurs en est un, le maître Jedi Genera. Plusieurs autres chevaliers Jedi décident d'agir indépendamment du conseil, même s'ils rapportent toujours leurs faits au maître Jedi Genera, comme étant le chancelier suprême, ils n'agissent plus directement sous l'autorité du conseil Jedi, et souvent ce sont un peu des francs-tireurs qui vont essayer de défendre plusieurs mondes qui sont tombés aux mains des Sith, comme le chevalier Jedi Vanar Triss. Aux alentours de la même période, un secteur Sith en particulier attire l'attention, le secteur Goumani aux mains de la Sith Vilya Kalibandra. En moins 1066, Vilya décide qu'il est temps de désigner un héritier parmi ses 7 enfants. Elle lance donc un concours, la charge Matrika, qui est un concours de conquête. L'objectif, c'est que le meilleur conquérant sera donc son héritier. Alors bien évidemment, à l'origine, c'était surtout aussi pour étendre son territoire, mais ses enfants vont plus être intéressés par se taper dessus les uns les autres que de réellement étendre le territoire de leur mère. Alors bien évidemment, le conflit durera très longtemps, au cours de ces années, de ces 16 années, nombreux sont les enfants qui auront eux-mêmes des enfants, donc ça fait toute une nouvelle génération qui va venir s'imposer, et en moins 1050, c'est le seigneur Chagras qui remporte le concours et qui devient l'héritier légitime de Vilya. En moins 1042, Odion, le neveu de Chagras, obtient de sa grand-mère Vilya le droit d'attaquer Aquilaris dans le but de capturer le Jedi Vanar Triss, qui se mêle un petit peu trop de leurs affaires à leur goût. En réalité, Odion a d'autres plans et il va notamment capturer plusieurs scientifiques d'une université d'Aquilaris qui sont à la recherche du casque de Yeldis, un puissant artefact Sith. A l'occasion de cette attaque, Vanar Triss va sauver une jeune fillette de 8 ans, Kera Holt. 2 ans plus tard, le seigneur Sith Chagras décède suite à une mystérieuse exposition à une toxine neurologique dont on ignore l'origine, sans doute que c'est encore une lutte familiale qui a décidé du destin de ce pauvre Chagras. Toujours est-il que Vilya conserve toujours la mainmise sur son territoire, notamment grâce à un gigantesque réseau d'espionnage et d'information qui va jusqu'à Coruscant, et elle décide d'organiser une seconde charge Matrika dans le but cette fois-ci de désigner un héritier parmi ses petits-enfants. Assez rapidement, les nouveaux acteurs principaux de cette nouvelle charge Matrika émergent. Nous avons donc Odion et son jeune frère Daiman, qui sont donc les fils de Xelian, la sœur de Chagras. Outre leur rivalité permanente qui vient du fait que Daiman était l'enfant préféré de sa mère par rapport à Odion, il faut savoir que Daiman se prend pour ni plus ni moins que le créateur de l'univers, alors que Odion se prend lui-même pour le destructeur de l'univers. Nous avons également Arcadia, la propre fille de Chagras, et 2 autres des enfants de Chagras, des jumeaux, Dromika et Kilal.
C'est à ce moment-là que décide d'intervenir le Jedi Vanar Triss. Il va d'abord s'infiltrer sur Oranesan, une planète qui appartient à Daiman, se foutre un peu le bordel sur la planète, capturer un cargo et se servir de ce cargo pour mener une attaque sur Cheloa, une planète agricole qui est exploitée par Daiman, où d'ailleurs il a découvert très récemment de riches gisements de baradium, qui est un élément indispensable pour l'armement et notamment pour les détonateurs thermiques. Alors le problème, c'est que l'exploitation massive du baradium a tendance à faire un peu déjà tuer la population, mais également à pourrir un petit peu la planète, un petit peu beaucoup la planète, puisque il ouvre de gigantesques mines à ciel ouvert dans le but d'exploiter massivement la planète. Plusieurs individus, plusieurs personnes sur Cheloa vont d'ailleurs envoyer un signal de détresse, et c'est ce signal-là qui va notamment intéresser le Jedi Vanar Triss. Sauf que quand ils vont intervenir, en réalité ils étaient espionnés par Odion, qui va saisir l'occasion de l'intervention des Jedi pour intervenir à son tour sur Cheloa et essayer de foutre le bordel encore plus violemment. Son objectif principal, puisque lui il a un pouvoir un peu particulier, c'est qu'il ressent tout ce qui est la lumière, ça l'aveugle, et donc tout ce qui n'est pas lui est lumière. Donc en fait, il a envie de tuer tout le monde, c'est un peu le concept. Et il se dit que ces gigantesques gisements de baradium, ça fait un peu trop lumière, et il se rend sur place avec un gigantesque détonateur et souhaite faire passer la planète pour un détonateur thermique. Ce qui plaît pas trop à la population. S'ensuit une gigantesque baston entre les forces de Daiman, les forces d'Odion et également les Jedi. Alors parmi ces Jedi, on va retrouver notamment Vanar Triss, forcément, mais également Kera Holt, la fillette qu'il avait sauvée 10 ans plus tôt sur Aquilaris. Le problème, c'est que Kera Holt estime qu'Odion est un petit peu responsable de la mort de ses parents, et elle a un petit peu de mal à se contrôler. À un moment donné, d'ailleurs, elle va essayer de l'attaquer. Vanar Triss va la sauver, mais il se fera tuer à son tour en assistant un petit peu à l'échappée de Kera Holt et de nombreux civils. La suite est tout aussi bordélique, puisque en gros on va se rendre compte que l'un des réfugiés qui avait lancé l'appel de détresse, Gorlan Paladan, n'était autre qu'un ancien Jedi un petit peu perdu dans le secteur Gromani, que Kera Holt va se faire capturer par Daiman, qu'elle va réussir à s'échapper mais qu'elle va pas tuer Daiman, et que au final elle va parvenir suite en fait à une rébellion qu'elle va mener avec les civils, et également suite à la mort de Gorlan Paladan, elle va partir avec la flotte de la liberté, en fait un gigantesque assemblement de cargos, et elle va évacuer près de 60 000 civils de la planète Cheloa. Après avoir quitté la flotte de la liberté, elle va repartir sur Darknell, la capitale de Daiman. Alors en chemin, elle va s'arrêter sur de nombreuses planètes où elle n'hésitera pas bien évidemment à saboter de nombreuses usines d'armement de Daiman. Sur Darknell, Kera a pour objectif de saboter plusieurs installations de Daiman de façon à ralentir ses opérations. A cette occasion, elle va rencontrer un espion Botan du nom de Narsk Ka'an qui bosse pour Odion et pour Villia. Kera va être également impliqué dans un complot organisé par Daiman visant à faire croire à Odion qu'il essaye de s'allier au seigneur Sith Bactra sur la planète Garazi. Alors bien évidemment du coup Odion sera un peu vénère et va aller poutrer Bactra. Toujours sur Garazi, Kera va sauver près de 1700 étudiants d'une université et va notamment rencontrer le leader de la résistance locale, Jaro Rusher. Et ensuite, elle va partir pour la planète Bilura. Sur Bilura, Kera et Jaro vont essayer de renverser la diarchie, en fait le pouvoir détenu par les deux enfants jumeaux de Chagras, Dromika et Kilian, sous la tutelle du seigneur Sith Calician. Ils vont réussir à accomplir cet objectif, mais le secteur sera récupéré par Arcadia, la fille aînée de Chagras. Alors elle va se présenter à Kera et à Jaro comme étant une Sith éclairée, elle va même leur offrir l'asile, et elle va notamment leur expliquer qu'en réalité tout le bordel qu'il y a dans ce secteur-là, ce sont simplement des histoires de famille. Elle va notamment leur expliquer les origines des conflits entre les différents enfants et petits-enfants de Villa Kalimandra. Notamment tout ce qui tourne autour de la charge matrica. Toutefois, Arcadia ne déroge pas à l'héritage familial et elle va tenter d'impliquer Kera dans un complot visant à tuer Villia. Alors bien évidemment, la matriarche et son gigantesque réseau d'espions a eu vent du complot et va le retourner contre sa propre petite fille. En récompense de quoi, elle laissera partir vivante Kera Holt et près de 2000 réfugiés, dont les 1700 étudiants qu'elle avait sauvés sur Garazi, et tout ça pour montrer à sa famille que c'est comme ça qu'on traite avec les Jedi. Après avoir mis les réfugiés à l'abri, Kera retourne sur sa planète natale, Aquilaris.
Là-bas, elle va se rendre compte que la population a bien évidemment été réduite en esclavage, mais qu'elle est également dépendante du déluge, une sorte de drogue qui supprime tout désir chez le consommateur. À tel point que ça supprime même le désir de se mettre à l'abri quand il pleut. Très rapidement, elle va être confrontée aux machinations de Zodo, un Hutt qui souhaite avoir sa part du gâteau dans cette guerre entre la République, les Sith et les autres Sith, notamment en complotant contre Daimon pour Odion. Alors, il va notamment envoyer sur Aquilaris un vaisseau qu'on appelle un pouce-tempête, qui est un vaisseau qui est capable de générer des orages, et alors que le vaisseau commence à devenir de plus en plus dangereux, il est mystérieusement détruit par l'escadron des Devils. Alors l'escadron des Devils, en fait, c'est un escadron qui appartient à une sorte de force humanitaire, dont l'objectif est de venir sur des planètes, les sécuriser, sauver la population et leur fournir nourriture et médicaments. Alors Kera Hulk, elle est enchantée de découvrir que cette organisation existe, elle est également très enthousiasmée par les Fire Lotus, qui sont les chasseurs utilisés par l'escadron Devils, que je trouve particulièrement dégueulasse au niveau du design, mais toujours est-il qu'elle souhaite rejoindre cet escadron parce que effectivement, son monde natal est devenu complètement apathique et complètement dépendant du déluge, donc elle a plus rien à y faire, et elle se dit que peut-être que rejoindre un escadron qui lutte activement contre les Sith et éventuellement contre Zodo, ça peut être une bonne chose à faire. Sauf que très rapidement, alors qu'ils sont en mission dans l'espace, ils sont confrontés là encore une fois à Zodo et la quasi-entièreté de l'escadron est capturée, sauf Kera qui retourne sur la planète parce que Zodo a menacé d'y envoyer de nombreux pouces-tempêtes pour assécher complètement l'atmosphère et inonder la planète. Car le principe du pouce-tempête, c'est tout simplement de récupérer l'eau contenue dans l'atmosphère de la planète et de la restituer sous forme liquide, ce qui permet à grande échelle d'inonder une planète. Sauf que de retour sur Aquilaris, Kera découvre qu'en plus de fournir des médicaments et de la nourriture aux réfugiés, l'escadron Devils fournit également une drogue qu'on appelle le déluge. Et effectivement, ce sont eux qui sont responsables de l'état actuel d'Aquilaris. Alors en réalité, l'objectif derrière ça, c'est tout simplement que de toute façon, les peuples n'étant pas défendus par la République, les planètes vont forcément à un moment donné retomber aux mains des Sith, et quoi de mieux que des Sith qui deviennent dépendants à une drogue qui leur supprime tout désir, notamment le désir de combattre. Libérée par Zodo de façon à ce qu'elle puisse lui ramener tous les stocks de déluge qu'elle possédait, Jen Devad, la dirigeante de l'escadron Devils, retourne sur Aquilaris et elle demande l'aide de Kera pour combattre Zodo. Alors bien évidemment, Kera qui est un petit peu vénère au début, elle va dire ah, t'as quand même un peu pourri ma planète, va lui dire bon ok je vais t'aider, et elles vont réussir à vaincre Zodo. Alors elles vont pas le tuer directement, mais elles vont réussir un petit peu à l'immobiliser, et Daimon va se charger du reste en déshydratant Zodo avec un pouce-tempête miniature. Il a fait de la poudre de Hutt. Par la suite, afin d'arrêter Odion, Kera va infiltrer les néophytes avec l'aide de Daimon. Donc les néophytes, c'est une troupe de jeunes apprentis Sith au service direct de Odion. L'une de leurs premières missions sera notamment de retrouver le casque de Yeldis, et c'est à cette occasion que Kera va apprendre que l'attaque sur Aquilaris 10 ans plus tôt n'avait pas pour objectif direct de capturer Van Artris, mais plutôt de capturer de nombreux scientifiques qui étaient à la recherche du casque de Yeldis. Et elle va donc apprendre que ses parents faisaient partie de ces scientifiques et qu'ils ne sont pas morts lors de l'attaque. Car il s'avère que les parents de Kera ont travaillé pendant des années avec la secte Grumani de façon à garder le casque caché aux yeux de la galaxie. D'ailleurs la secte Grumani est celle qui a donné son nom au secteur Grumani. Alors le jour où ils ont trouvé le casque sur le territoire d'Odion, puisqu'après avoir été capturé par Odion, il a été décidé de déplacer le casque sur Scarpos, une planète qui ne dépend absolument pas d'Odion, et dont le propriétaire, le seigneur Malakith, en aurait juste rien à péter, parce que de toute façon il se fout complètement des légendes, et ce qui l'intéresse c'est la baston. Donc c'était plutôt le bon plan de cacher le casque sur Scarpos, dans un vieux temple Grumani. Lors d'une mission sur Scarpos visant à récupérer le casque, sur ordre d'Odion, Kera va révéler sa véritable identité et empêcher les néophytes d'atteindre le temple Grumani. Alors malheureusement pour elle, Odion était parfaitement au courant de sa véritable identité, et il va s'infiltrer, il va la suivre dans le temple pour récupérer le casque. Après plusieurs péripéties au cours desquelles notamment Kera va récupérer un hologramme de ses parents et apprendre qu'ils sont réellement décédés, leurs cadavres ayant été retrouvés par les Sith dans le temple Grumani sur Scarpos, elle sera capturée par Odion et elle le verra activer le casque. L'effet du casque, c'est qu'il est capable de créer en fait un sentiment énorme de combativité chez les gens en utilisant la peur des gens. Ce
qui fait que du coup le casque finit par s'auto-nourrir. Sauf que grâce à l'intervention de Kera, enfin un petit peu avec un peu de manipulation d'un des lieutenants de Odion, Yulan, eh ben, elle va réussir à inverser le processus, à faire disparaître la peur chez les enfants que Odion est en train de terroriser pour nourrir le casque, et ce qui aura pour effet de faire juste péter le casque et de tuer Odion. Après cette victoire, Kera s'en va, bien décidé à continuer à foutre le bordel chez les autres seigneurs Sith. Pour ce qui est de la chronologie, je vais vous l'afficher là telle quelle, je vais pas spécialement vous la détailler parce que je trouve qu'elle n'a pas un intérêt monstrueux vis-à-vis du reste de la galaxie. La seule chose qu'elle nous apporte en réalité, c'est un petit peu d'explication sur la géopolitique de l'époque. C'est un petit peu comment se comportait la galaxie, quelle était l'attitude de la République vis-à-vis des Sith vis-à-vis des autres Sith et de la République, comment certains comme Zodo par exemple essayaient de tirer profit de tout ça. Quelque chose qui pouvait être intéressant, c'est notamment montrer que les Sith n'étaient pas vraiment unis sous une seule bannière, donc par exemple Daiman lui vendait le baradium à d'autres seigneurs Sith, donc on était un petit peu plus dans le cas de différents secteurs comme un système féodal très basique avec un seigneur, des vassaux, bon, il n'y avait pas vraiment de seigneur, avec quelques échanges commerciaux entre les sites. C'était pas un seul site unique qui dirigeait tout ça, et il y avait un effort constant de tous les autres seigneurs sites pour l'effort de guerre. Je vais terminer cet épisode avec une petite anecdote. Alors, pour la réalisation de ces comics et de ce roman, les auteurs ont fait de la grammaire avec Star Wars, c'est-à-dire qu'ils ont adjectivé les noms des seigneurs Sith de façon à ce que ça soit plus facile à localiser, à prononcer, et qu'on soit pas obligé de dire le vaisseau qui appartient à tel seigneur Sith. Donc par exemple, nous prenons l'exemple du seigneur Sith Daiman, et ben un vaisseau qui appartient à Daiman, on rajoute le suffixe it, donc c'est le vaisseau Daimanite. Pareil pour un vaisseau qui appartient à Odion, c'est un vaisseau Odionite. Et les territoires gagnent le suffixe at, donc le Daiman dirige le Daimanat, et Odion dirige l'Odionat. Voilà, c'était rigolo, c'était le petit truc marrant que je voulais partager avec vous. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous mettez un pouce rouge. N'hésitez pas à dire, quoi qu'il en soit, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et que la force soit avec vous.